Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Cédric Philibert. Alors, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Cédric Philibert a été, comme nous, journaliste. Il a travaillé dans des titres comme Libération, Science et Vie, non? Non, Science Géo, ça m'intéresse. Géosciences, hein. L'Express, les passions de D'accord. l'Express à l'époque. Donc, il a été journaliste scientifique. Il a sauté une première barrière en devenant conseiller du secrétaire d'État à l'environnement Brice Lalonde, il y a quelques années. Il a ensuite été conseiller du directeur général de l'ADEME, a travaillé une petite vingtaine d'années, je pense, pour l'Agence internationale de l'énergie. Et il a aussi été, toujours comme journaliste, l'un des premiers à publier un bouquin en français sur le changement climatique. Ça s'appelait La Terre brûle-t-elle. C'était début des années 90. En 90, En 90. Et en mars 90. il est aujourd'hui chercheur en relations internationales pour l'IFRI et enseigne à Sciences Po Paris. J'espère ne pas avoir oublié trop de choses. Ouais. Donc, nous parlons des éoliennes à l'occasion de la sortie, alors je ne vois pas s'il y a, de la sortie du dernier opus de Cédric Philibert, Éoliennes, pourquoi tant de haine? Pour les éoliennes ont, vous le savez, mauvaise presse, on les accuse de dévaster les paysages, de tuer les oiseaux, d'artificialiser les terres, bientôt les mers, de coûter cher aux contribuables et voire de favoriser l'usage des énergies fossiles en raison de l'intermittence de leur production. Ces accusations soutiennent généralement un plaidoyer en faveur d'une relance de l'énergie nucléaire qui est, elle aussi, est une énergie décarbonée. Donc, dans ce livre, Cédric Philibert passe ses arguments au crible de données chiffrées, documentées. Il répond aux questions du public. Il pourfend aussi ce qu'il considère comme une vaste entreprise de désinformation. Quelques mots sur l'éolien en France. La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif de 24 gigawatts pour l'éolien terrestre en 2023. À la fin de l'année de 2021, nous étions à 18 gigawatts, donc nous en sommes assez loin. Mais il y a de l'espoir puisqu'il y a dans les tuyaux 10 gigawatts de projets terrestres et 8 gigawatts de projets en mer. Alors, si vous le voulez bien, Cédric, on va d'abord vous interroger sur l'actualité et notamment comment jugez-vous la récente loi sur l'accélération des énergies renouvelables? Est-ce que c'est une bonne chose pour l'éolien ou une mauvaise chose ou on ne sait pas encore? Bonjour à tous. Effectivement, je pense qu'on ne sait pas encore, mais je vois autant de raisons de me lamenter que de raisons d'espérer de cette loi. D'abord parce qu'elle crée un processus de planification nouveau qui vient s'ajouter à des processus existants, dont je ne suis pas sûr qu'il ajoute quelque chose, mais qui va prendre plusieurs années. Et le risque est pour moi très grand que les préfets finalement arguent de cette incomplétude de ce processus de planification pour dire ah ben non, pour l'instant je ne signe rien, je ne signe aucune autorisation parce que la planification n'est pas arrivée à son terme. Je ne sais pas s'il y aura des zones d'accélération, donc je ne sais pas s'il y aura des zones d'exclusion qui sont parce que c'est lié. Donc je me garde de rien faire et ça peut durer des années. En fait, il n'y a pas de point d'arrêt à ce système. Il faut aligner absolument tout le monde dans notre pays à l'approche d'élections avec des élus locaux divers et variés. Ça sera très difficile. Euh, voilà, je pense que les maires, les élus de terrain seront partants pour aller de l'avant, mais il y aura aussi quand même de la politique qui va se mêler, et donc je suis pas sûr qu'on obtienne des documents qui alignent tout le monde assez rapidement. Et en attendant, on risque de rien faire. Voilà. Après, il y a aussi, alors il y a aussi des contraintes supplémentaires qui ont été ajoutées pour les autorisations, notamment il faut tenir compte de la saturation visuelle, ça c'est grâce à Madame Bateau, mais ceci n'est pas défini, il n'y a pas de critères, donc ça risque d'être un sujet nouveau de contentieux. Or, le contentieux, c'est une des choses qui ralentit très fortement les processus en France. L'autre étant les problèmes de raccordement. Sur les problèmes de raccordement,
j'ai envie de dire, il y a une chose qui est positive, c'est l'idée qu'on peut moduler un petit peu les tarifs. C'est-à-dire qu'on va pas seulement, dans les appels d'offres, regarder les tarifs les moins chers, on va aussi les regarder en fonction des ressources. C'est-à-dire, on va peut-être mettre un peu d'éolien dans des zones un petit peu moins ventées et mettre du solaire dans des zones un petit peu moins ensoleillées. C'est ce qui se faisait avant déjà. Il y avait des tarifs qui étaient plus favorables aux producteurs d'éolien dans les zones les moins ventées. Ça, Alors, il y a eu, mais il n'y a plus, puisque c'est les appels d'offres. Et l'intérêt de la chose, en fait, c'est de pouvoir mettre de l'éolien là où il y a déjà du solaire et mettre du solaire là où il y a déjà de l'éolien. Parce que pour faire ça, il n'y a pas besoin d'être capable d'évacuer toute la puissance totale des deux technologies parce qu'elles ne fournissent jamais à 100% en même temps. Voilà. Et donc, quasiment jamais. Donc là, on peut écrêter un petit peu. Voilà, donc ça permettrait d'accélérer fortement le raccordement. Un des problèmes du développement des renouvelables en France, c'est la lenteur de la modification du réseau. Il faut fermer des lignes, en ouvrir des nouvelles, etc. C'est compliqué, c'est lent, forcément. Souvent, on lance les choses quand c'est un peu tard. Alors peut-être que, en principe, la planification devrait permettre de lancer des travaux de raccordement avant qu'il y ait des choses à raccorder, si j'ose dire, d'aller plus vite là-dessus. Mais ça, ce sera quand les documents seront parus. Et puis, si on peut associer mieux l'éolien et le solaire, ce sera une bonne chose, mais ça ne sera possible que dans les zones d'accélération. Donc là encore, il faut les avoir définis. Voilà. Il y a un dernier point, enfin, il y a deux autres points qui sont plus favorables. Le premier, c'est la possibilité de créer un fonds pour financer, pour permettre la construction sous recours et indemniser les développeurs dans le rare cas où le recours sera effectivement gagnant, parce que la plupart du temps, ce sont les, les recours sont très souvent abusifs et ce sont la plupart du temps les développeurs qui gagnent ces combats juridiques. Mais en général, tant que c'est pas fini, bah, ils s'abstiennent de construire parce que c'est un gros risque financier. Voilà, donc ça va peut-être effacer ça. Et puis il y a aussi une mesure qui va leur permettre de cofinancer des radars militaires. Vous savez qu'aujourd'hui, 70% du territoire national est interdit d'éoliennes à cause des radars militaires. Mais si on a le droit de construire avec l'armée un radar derrière une éolienne par rapport à un premier radar, eh bien, on pourrait reconstituer une image complète. Et ça peut beaucoup aider à mieux répartir l'éolien sur l'ensemble du territoire. alors, faisons un petit bond historique. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir d'où vient, selon vous, cette haine assez française de l'éolien. Est-ce que ça vient des pronucléaires, d'EDF, alors que EDF a testé une éolienne en 1980 à Ouessant, si ma mémoire est bonne, qu'Aérowatt a été une filiale du CEA, qu'aujourd'hui EDF exploite 8 gigawatts d'éolien quand même, qu'elle a beaucoup de projets en cours, et qu'on trouve sur l'un de ses sites cette phrase délicieuse: les éoliennes sont en tout point positives pour la société et l'environnement, moins de pollution, pas de gaz à effet de serre, pas de déchets toxiques ou radioactifs. D'où ça vient, selon vous? Non, alors à l'origine, ça vient des milieux ultra-conservateurs américains et australiens, dans des think tanks largement financés par les producteurs d'énergie fossile, le charbon d'abord, le pétrole, le gaz. Et c'est eux qui ont concocté la plupart des arguments qui sont aujourd'hui repris par une fraction du lobby nucléaire en France. Alors effectivement, c'est une fraction parce qu'il y a un peu il y a deux sortes de pronucléaires. Il y a ceux qui ont compris qu'il allait falloir, que ce serait une chance de faire du nucléaire avec des renouvelables, qu'il faudrait utiliser les deux, qu'il fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme le disait déjà Claude Birault en 2011 après l'accident de Fukushima. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais il traçait déjà une perspective pour le futur mix où il y avait 30% de nucléaire, même pas 50%, mais 30%, hein, au lieu de 70% à l'époque, ou 78 même, en 2005 on a été jusqu'à 78. Et il disait faut revenir vers 30% de nucléaire. Hein. Et c'était un rapport signé par deux parlementaires UMP et un parlementaire socialiste. Donc cette idée a été largement partagée après Fukushima, qu'on n'allait pas mettre tous les deux dans le même panier. Et, et c'était une idée à une époque où le PV coûtait 10 fois ce qu'il coûte aujourd'hui, et l'éolien entre le double et le triple. Donc, cette idée devrait être surlégitimée aujourd'hui. Mais non, alors, il y a une fraction du lobby nucléaire qui, elle, pense que les renouvelables, c'est mauvais, mais d'abord parce que ça fait
obstacle au nucléaire. Ça a été souvent présenté, il faut le dire, comme avant tout une raison, une alternative au nucléaire. C'est surtout maintenant au niveau global une alternative aux énergies fossiles. Mais c'est aussi avancé comme une alternative au nucléaire, et du coup, une fraction du nucléaire se rebelle totalement contre ça et dit non, non, moi je veux pas d'éoliennes, pas de solaire. Ces énergies intermittentes ne peuvent que baisser le facteur de production du nucléaire, donc c'est très mauvais, il n'en faut pas du tout. Voilà. N'y a-t-il pas aussi une frange de la population, alors peut-être conservatrice, très attachée au patrimoine, aussi bien le patrimoine naturel que construit, et qui, à l'image de Stéphane Bern par exemple, mais il n'est pas tout seul, sont anti-éoliens parce qu'ils considèrent que ça pollue le paysage, ça nuit à l'attractivité de sites touristiques prestigieux. Ça existe aussi, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais tout changement dans notre environnement est peut-être discuté du point de vue de l'esthétique. Les éoliennes n'échappent pas à ça. Moi, je pense qu'il faut les voir comme un signal d'espoir envoyé aux jeunes générations sur l'idée que la génération au pouvoir s'occupe du changement climatique et ne va pas laisser celui-ci déraper jusqu'à des niveaux absolument insoutenables comme on commence à le voir aujourd'hui. Pour moi, le fait qu'on les voit, ça signifie l'énergie, c'est pas gratuit, c'est pas juste un truc qui arrive comme ça à la pompe, mais on sait pas d'où ça vient, on sait pas quelle pollution ça crée là où ça crée parce que c'est pas chez nous. Bon, là, c'est chez nous. Ce qui a des avantages, mais forcément les inconvénients de ces avantages, c'est chez nous, donc ça fait quelque chose de visible chez nous, sur notre territoire, sur notre sol. Voilà, mais en plus, je pense que c'est plutôt un signal d'espoir qu'autre chose. Mais je comprends que pour des gens qui habitent à 1 kilomètre et qui les voient tous les jours, beaucoup les aiment bien. Et il faut arrêter de dire que ça ne soulève pas des oppositions massives en réalité. Mais je peux comprendre que des gens à côté disent ah ben non, ça change mon environnement et je ne suis pas d'accord. C'est tout à fait normal. Mais ce sentiment est très fortement exploité. C'est-à-dire que vous avez quand même aujourd'hui des professionnels qui vont voir ces gens, les soutiennent pour constituer une association, leur donnent tous les éléments pour développer des recours. Les recours sont extrêmement stéréotypés. Ils ont plein d'arguments que les gens qui habitent à côté sont allés chercher ou qu'on leur a apporté sur un plateau, qui sont des arguments. Ça ne sert à rien parce que c'est intermittent. Ça veut du béton, des terres rares, voilà, tous les mauvais arguments, du moins tous les arguments excessifs, qui ont souvent un grain de vérité au départ. Hein. Il y a quelques oiseaux qui peuvent être tués par une éolienne, et ça devient une des raisons principales d'atteinte à la biodiversité, alors que non, c'est une toute petite raison. Et surtout, en luttant contre le changement climatique, ça permet de réduire une grosse raison d'atteinte à la biodiversité. Voilà, donc Alors, explorons un nouveau foyer de contestation, peut-être les plus hautes sphères de l'État. On a vu ces dernières décennies que des industriels français, pas des moindres, je pense à Gemon, Areva, Alstom, ont tenté de créer une filière française de l'éolien, et ça n'a pas marché. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Je pense qu'on s'y est pris trop tard et de façon trop dilettante. Quand on crée un mécanisme en 2005, puis qu'on fait un quasi-moratoire, enfin, il était surtout sur le photovoltaïque en 2009, et puis qu'on repart après, voilà, on donne pas les signaux. Et là encore sur l'éolien, qu'est-ce que notre président a dit il y a 1 an? Il va falloir on va repousser à 2050 l'objectif qu'on a dans la loi en 2028. Bon, avec des déclarations comme ça, les préfets posent leur crayon, ne donnent pas les autorisations, et deux, évidemment, pour une entreprise, ça devient très difficile, et d'ailleurs toutes nos entreprises dans l'éolien, car on n'a pas des manufacturiers, mais il y a des usines en France et il y a des développeurs en France. Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent en France dans l'éolien. Mais pour créer un Vestas ou un Siemens Gamesa, etc., ce qui est plus le temps passe et plus c'est difficile, parce que plus ceux qui ont pris de l'avance, ils accentuent leur avance et plus le ticket d'entrée est important. Mais ensuite, il faut avoir des perspectives claires, et ils y arrivent tous parce qu'ils développent en France et à l'étranger.
Et ils savent que voilà, quand il y a des coups d'arrêt en France, heureusement, il y a plutôt des coups d'accélérateur à l'étranger. C'est ce que fait très bien EDF d'ailleurs avec sa filiale renouvelable. Oui, alors pour reprendre à ta citation, elle est très intéressante, mais je pense qu'EDF, effectivement, a une filiale renouvelable qui, heureusement, reste libre de dire ce qu'elle pense, de même qu'il y a une filiale RTE qui dit ce qu'elle pense, et puis le cœur du métier d'EDF maintenant, c'est plus encore qu'avant, puisque le reste est filialisé, c'est de produire du nucléaire, et donc EDF en tant que tel a souvent un discours un peu plus. Mais le discours officiel d'EDF n'est pas anti-renouvelable. Hein, c'est plutôt sur les réseaux, dans les associations, beaucoup de gens qui sont salariés ou retraités, ou d'EDF, ou du CEA, etc., de l'industrie nucléaire en général, qui ne supportent pas de voir affaiblir leur grand rêve industriel. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour donner pleinement sa place à l'éolien en France? C'est tous les engrenages sont sortis, il ne reste plus qu'à assembler ou il y a des manquements importants? Bah, comment dire? Pour l'essentiel aujourd'hui, les constructions se font sur la base des appels d'offres. Donc, au fond, la puissance publique, par le biais des appels d'offres, régule largement le système. Après, entre répondre à l'appel d'offres et obtenir le permis, purger de tout recours et obtenir la connexion, il peut s'écouler des années. Donc, il faut à la fois régler cette question des appels d'offres, il devrait être plus fréquent, et viser des objectifs plus élevés. Ensuite, il faut aligner davantage le permitting, la question des recours, en permettant des recours, mais en limitant les occasions de faire des recours, donc en limitant le nombre d'autorisations nécessaires. Et puis, il faut aussi avancer plus vite sur le raccordement. Il faut plus de monde dans les administrations qui s'en occupent. C'est pathétique. Et je suis un peu effondré de voir que sur le nucléaire, on mobilise les ministres et on va donner des moyens considérables pour essayer d'avancer, et on ne fait pas du tout la même chose sur les renouvelables. Les effectifs sont pathétiques dans les préfectures, dans les services centraux, c'est tout à fait tragique. Donc, il y a quand même finalement une espèce de en même temps, il y a un discours, une loi, et puis on ne met pas tous les rouages nécessaires pour que la machine pro-éolienne se mette en Oui, place. oui. Loin de là, je pense que la loi même en a rajouté dans la complexité, au lieu de simplifier, elle a rendu les choses plus complexes. Encore une fois, il y a deux bons côtés qui peuvent accélérer un peu en libérant des territoires notamment. Je crois me souvenir qu'il y a quelques années, EDF disait encore que au-delà de 10 ou 15% d'intermittence, la stabilité du système électrique était menacée. Aujourd'hui, on voit des niveaux bien plus importants, notamment sur des réseaux fermés comme les réseaux iliens, des zones non interconnectées. Jusqu'où peut-on aujourd'hui gérer un réseau électrique d'ampleur comme le réseau français avec de l'intermittence? Ben, en réalité, il n'y a pas de limite. En réalité, il n'y a pas de limite. Ce qui est, alors c'est vrai, au début, ils ont tous les électriciens, y compris le gestionnaire du réseau irlandais, par exemple, a dit on peut pas aller plus de 4%, sinon c'est la catastrophe, etc. Ça serait pas raisonnable. Bon, et maintenant on est à 40 ou 50%. Enfin bon, euh, je dirais quand tant qu'on a probablement besoin d'une base flexible de thermique dans tous les cas, parce qu'il y a des épisodes, alors ça dépend de ce qu'on a comme hydraulique, hein, évidemment, mais il y a des épisodes en hiver où il n'y a pas beaucoup de vent et beaucoup de soleil pendant plusieurs jours. Et toutes les flexibilités qu'on a, ordinaires, je dirais, alors même les batteries, on va mettre des batteries, la gestion de la demande, très important, les interconnexions avec l'étranger,
tout ceci, les voitures électriques qui vont, au moins, si on gère bien la charge, vont le faire bien, vont absorber la puissance quand il y en a, etc. Tout ceci trouve sa limite dans ces épisodes de pétole, de Dunkelflaute, disent les Allemands, de sombre marasme. Et donc, il faut une puissance thermique d'appoint, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que d'abord, on a besoin de ça quand on arrive à des niveaux vraiment élevés de pénétration. Nous, en France, on en est très loin. Ensuite, euh, on voit qu'au moment où on en a besoin, apparaissent aussi des surplus importants à d'autres moments, parce qu'on a beaucoup de renouvelables, de capacités renouvelables. Il faut des capacités bien plus importantes vu que les facteurs de capacité sont plus faibles. Mais ça ne change rien. C'est intégré dans le coût du kilowattheure. Hein, et aujourd'hui, c'est les options les moins chères. Mais il faut des capacités de backup, mais qui seront en fait alimentées avec de l'hydrogène à terme. Donc, il n'y a pas de limite en réalité. Et évidemment, l'hydrogène, on en fera le moins possible, si j'ose dire, parce que c'est pas un stockage efficace. L'efficacité aller-retour est pas bonne. Mais par contre, on peut stocker pour des mois et déstocker au moment où on en a besoin. Ce qu'on ne peut pas faire avec une batterie ou même avec une station de transfert d'énergie par pompage hydraulique. Voilà. Le problème, c'est que tout le monde veut utiliser l'hydrogène aujourd'hui. Oui, mais c'est un des usages légitimes de l'hydrogène. C'est le dernier, si j'ose dire. Les usages légitimes, c'est tous les usages actuels de l'hydrogène gris. Il faut faire de l'hydrogène vert à la place. Hein. C'est d'abord ça l'urgence. Donc, c'est les engrais azotés, c'est l'ammoniac, c'est le raffinage, c'est le méthanol. Après, il y a deux usages probablement comme sous forme d'ammoniac, combustible pour les bateaux, peut-être sous forme de kérosène de synthèse pour les avions, et puis un usage industriel en sidérurgie où il ne s'agit pas d'utiliser l'hydrogène comme une source d'énergie, mais bien comme un produit chimique qui permet de réduire les oxydes de fer. Voilà ce qui est légitime. Après, il y a un cinquième usage qui est effectivement le stockage de long terme dans les systèmes électriques. Mais ça, c'est quand quand on s'approche de 100%. Et on n'y est pas, donc c'est pas l'urgence. Mais on sait qu'on pourra le faire. Et ça sera sur très peu, finalement. Hein, RTE montre que ça s'applique à 2,5% de l'électricité consommée en France en 2050. Autre mystère, c'est celui j'en parlais, des zones non interconnectées, donc tous les territoires ultramarins notamment. La plupart de ces territoires sont souvent relativement venteux et très ensoleillés, souvent bien plus que la métropole. Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas massivement développé les énergies renouvelables électriques et notamment l'éolien? On a mis là encore des freins partout. On a dit faut pas que faut pas que la puissance instantanée dépasse 30%, etc. Enfin, il y a deux histoires. Hein. Il y a l'histoire de l'adéquatie, c'est-à-dire il faut à tout moment produire ce que les gens demandent ou l'avoir en stock, ou etc. Enfin, voilà, un système électrique doit s'équilibrer. Et puis il y a la stabilité, proprement dite. La stabilité, c'est plutôt ce qui pourrait arriver quand on est à 100% de renouvelables. Donc, l'adéquatie, c'est un problème quand il n'y en a pas assez. La stabilité, c'est quand il y en a trop. Quand toute l'électricité vient des renouvelables variables et surtout des renouvelables sans machine tournante, et les éoliennes, c'est des machines tournantes, mais comme le courant, il est redressé, haché, etc. Ça mérite peut-être une explication. C'est déconnecté. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'inertie quand tout vient des renouvelables par des moyens électroniques, il n'y a plus d'inertie. Donc, il faut reconstituer de l'inertie synthétique, ou utiliser des vieilles centrales et faire tourner leurs alternateurs sans mettre de combustible dans ces centrales. Ça consomme pratiquement pas d'énergie, mais ça assure de l'inertie, etc. Il y a des tas de solutions, mais c'est le problème de la stabilité sans lequel on craint que si il y a quelque chose qui se passe, tout à coup une ressource qui manque, eh bien le système va s'effondrer très vite parce que la stabilité ralentit l'effondrement et permet d'intervenir de façon active. C'est ça le sujet. Voilà. Mais alors donc plus le système est petit, plus c'est vrai que là c'est un peu compliqué de gérer la variabilité. Parce qu'il y a moins de ressources pour le faire, elles sont moins partagées, on ne peut pas compter sur les ressources des voisins, etc. Mais
effectivement, par des stockages de diverses durées, hein, des stockages de très court terme, des stockages de plus long terme, les batteries, les steppes, à terme, effectivement, de l'hydrogène. On devrait avancer plus vite sur les zones interconnectées, non interconnectées. Pourquoi? Parce que l'électricité y est beaucoup plus chère, vu qu'elle vient essentiellement du pétrole qui doit être livré, etc. On voit cette aberration, par exemple, en Guyane, où il y a beaucoup de soleil, où il y a beaucoup de vent, puisque c'est une région baignée par les alizés, et où on continue à faire des centrales au fioul Alors, importées. oui, mais alors, il ne faut pas se fixer sur les centrales, parce que ce qui compte, c'est les combustibles. Il faut utiliser très peu de combustible, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de centrale. Non, j'ai bien compris. Simplement, Non, en mais Guyane, il y a un système de stockage d'électricité massif qui est le barrage de Petit Saut. Et plutôt que de jouer la complémentarité des énergies renouvelables, on joue la complémentarité du thermique importé avec Petit Saut. Ça peut sembler Non, non, contradictoire. mais j'entends bien que les ressources renouvelables sont sous-développées, mais ça ne veut pas dire que ça va permettre de fermer les centrales thermiques. Ça veut dire que ça va permettre de réduire considérablement Oui, oui, bien la sûr. Mais consommation. Non, mais c'est important de le préciser parce que les gens, on est à souvent, construire se fixent. une nouvelle capacité de production au fioul, qui sera du fioul importé, alors qu'on aurait pu se contenter d'une petite machine tournante et de compléter Il le faut manque. pas, il faut pas se fixer sur le principe des centrales. Il faut se fixer sur les consommations de combustible. C'est pareil sur l'Allemagne. L'Allemagne, on nous dit, oui, ils n'ont pas fermé de centrales à charbon. Alors, ils en ont fermé quelques-unes, ils en ont ouvert d'autres plus modernes. Bon, mais globalement, ils ont les mêmes capacités de charbon et de gaz qu'il y a 10 ans. Oui, mais ils ont réduit de 35% leur consommation. Et c'est ça qui compte, parce que les émissions de CO2, elles sont liées aux consommations, elles ne sont pas liées à l'existence de centrales. S'il y a une centrale qui est là parce qu'elle va marcher 50 heures par an ou 500 heures par an, c'est pas la même chose qu'une centrale qui est là pour marcher 5000 heures ou 8000 heures. C'est ça qui est important. Dans Alors, les îles, ce sera peut-être difficile de se passer totalement de combustible importé. ce qui est contradictoire avec l'objectif fixé à cette même ZNI, à ces mêmes ZNI, d'atteindre l'autonomie énergétique d'ici à 2030, si la mémoire est bonne. Mais ce qui compte, ce sont les émissions du pays tout entier. Et par exemple, l'objectif de dire de dire que le système électrique doit être absolument sans émissions, c'est contre-productif. Il faut pouvoir développer le système électrique de façon à chasser les fossiles de l'ensemble de l'économie, de l'industrie, des bâtiments, des transports. Et s'il reste un soupçon de fossiles dans la production électrique, ça n'est pas un problème. Ce que nous visons, c'est net zéro, c'est pas brut zéro. La différence est importante. Il se peut que les quelques jours où il n'y a vraiment pas de vent et pas de soleil dans un pays ou dans une zone non interconnectée, ça représente quelques dizaines d'heures de fonctionnement d'un groupe électrogène. Eh ben, c'est pas la fin du monde. Ça n'est pas incompatible avec une trajectoire de réduction très forte des émissions de CO2 du pays tout entier. C'est ça qu'il faut viser. Alors, ouvrons la séance de questions-réponses. Une question de Jean-Luc Fessard, pour commencer. Je réponds ou... Oui, je réactive le son parce que j'ai des travaux à côté de chez moi. Donc voilà. Alors, la première question, c'est, enfin, je vais poser deux questions. Vous les traitez dans l'ordre où vous voulez. C'est qu'en est-il du développement du micro-éolien? Ça me paraît quand même une solution dont on parle quasiment jamais. Et puis la deuxième, c'est un peu une boutade, mais en gros, quelle est la part de rationalité à affirmer que les éoliennes défigurent plus le paysage que les lignes à haute tension? Voilà. Bon, alors, je vais commencer par la seconde. Il n'y a aucune rationalité à affirmer que les éoliennes défigurent plus le paysage que les lignes à haute tension. Non, le micro-éolien, on n'en parle pas parce que c'est pas une bonne solution. Je crois qu'il faut le dire clairement. Les éoliennes modernes sont incroyablement économiques, d'abord parce qu'elles sont hautes et qu'elles brassent beaucoup d'air, si j'ose dire.
mais surtout parce qu'elles sont hautes. Et plus on monte haut, et plus le vent est régulier et il est favorable. Les éoliennes de maison sont en fait à déconseiller. D'ailleurs, si je fais le rapport avec le photovoltaïque, je vois bien que sur le photovoltaïque, une grande centrale au sol coûte 4 à 6 fois moins cher qu'un petit système sur une maison. Et pourtant, je suis favorable au petit système sur les maisons en ce qui concerne le photovoltaïque. Euh, Parce que, en général, ça ne va pas détruire la maison. L'éolienne de pignon, ça peut être catastrophique pour la maison à cause des vibrations. Et il n'y a pas, je ne connais pas pour l'instant de modèle satisfaisant d'éoliennes de petite taille, même pour des bâtiments industriels, par exemple. Je vois parfois passer des projets, alors on capture le vent, puis on va le mouliner beaucoup plus loin. Je demande à être convaincu de l'intérêt de ces projets. En ville ou dans les villages, le vent est freiné par toutes sortes de choses. Il devient irrégulier, tourbillonnant. C'est pas efficace. C'est dangereux. Il y a eu d'ailleurs des atlas éoliens faits par les énergéticiens, l'atlas éolien du vent dans les zones urbaines, et effectivement, c'était relativement défavorable. Je déconseille aux gens d'installer des éoliennes individuelles. On peut en avoir une petite dans un champ pour monter de l'eau. Ça fait des centaines d'années que ça existe. J'ai absolument rien contre. Mais l'éolienne pour faire de l'électricité dans votre jardin, je n'y crois pas. Ça va être beaucoup trop cher. Et on a vu effectivement beaucoup de particuliers qui avaient installé des éoliennes généralement qui étaient conçues pour alimenter des bateaux à voile sur le pignon ou sur la cheminée, et la cheminée partait assez rapidement. Il y a un gros contentieux juridique là-dessus. Ouais. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions pour l'instant? Je n'en vois pas. Bon. Si Dorothée Moisan en a posé une. Ah, autant pour moi. Et j'avais une question. Bah, je vais mettre il faut la vidéo pour poser la question, hein, pas de souci. Je m'interrogeais sur les ondes électromagnétiques parce que la semaine dernière, je parlais avec quelqu'un, un militaire, sur les questions d'armement, etc. On parlait des armes à impulsion électromagnétique et on a parlé des éoliennes à ce moment-là, justement. Et il expliquait effectivement que ce que je mettais dans cette question, c'est que pour lui, même si officiellement aujourd'hui, la version officielle est de dire qu'effectivement les ondes électromagnétiques provoquées par le champ, provoquées par les éoliennes ou les câbles électriques de haute tension qui sont autour n'ont pas d'impact sur la santé humaine et plus largement sur le vivant. Il avait quand même de forts doutes là-dessus et surtout, donc, il donnait l'exemple effectivement de ces éleveurs qui sont aujourd'hui indemnisés. Donc, on reconnaît bien que quand il y a des vaches qui sont mortes ou malades autour de ces champs d'éoliennes, on reconnaît qu'il y a un risque, enfin, on les indemnise, mais on reconnaît toujours pas le risque. Donc, je ne sais pas du tout si Monsieur Philibert, là-dessus, vous avez tout simplement une remarque sur ce. Oui, je me suis penché sur un cas célèbre qui est les vaches de nausée. J'ai lu le rapport de l'ANSES, je vous invite à le lire, je pense que ça vous ôtera tout doute sur cette question. On continue à chercher, mais il y a des dizaines de milliers d'éoliennes en Europe et dans le monde, et les cas signalés qui affectent du bétail ou des animaux domestiques se comptent sur les doigts d'une main. Je sais qu'il y a une bande dessinée qui en parle et qui a identifié 4 cas. C'est pratiquement rien par rapport au nombre d'éoliennes. Donc, je pense que c'est très largement imaginaire. Après, voilà, peut-être qu'on va trouver un jour quelque chose sur quelqu'un, mais sur un défaut électrique, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que s'il y avait un problème, ça se saurait parce que l'éolien est massif, l'élevage est massif. Il y a des vaches au pied des éoliennes partout dans le monde et il ne se passe rien. Voilà. Quant à l'indemnisation, je voudrais bien que vous me donniez des informations précises parce que je ne crois pas qu'on ait jamais indemnisé quelqu'un pour ses vaches à cause. Alors, c'est ce que disait ce militaire, donc je ne sais pas, je ne vais pas demander mais je peux lui demander. Si je l'ai, je vous les donnerai. Ce serait gentil parce que je crois qu'on n'a jamais reconnu et indemnisé qui que ce soit. Quand on lit le rapport de l'ANSES sur l'élevage à nausée, on est assez vite édifié sur les raisons qui auraient pu conduire à des problèmes dans la production de lait et la santé de ces vaches.
et ça n'est pas lié aux éoliennes. Ok, merci. Cette histoire, elle ressemble un petit peu à celle qu'on avait vue émerger à la fin des années 80, début des années 90 sur de possibles effets sanitaires des radiations électromagnétiques de l'électricité. Oui, je veux bien croire qu'il y a des gens qui sont électrosensibles, qui ne supportent pas le Wi-Fi, le Bluetooth, voilà. Et donc, des champs électriques plus puissants peuvent les incommoder à proximité de lignes à haute tension, etc. En fait, il y a quand même très peu de champs magnétiques ou électromagnétiques à côté des éoliennes. Le contact est souterrain. Au niveau du sol, on mesure pratiquement rien, etc. Donc, mais je veux bien croire qu'il y a quelques personnes qui peuvent être accommodées. Ce que je sais, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de morts prématurées en France du fait de la pollution atmosphérique, des millions de gens qui sont accommodés par le bruit des véhicules à moteur à combustion interne, et que je pense très profondément qu'un monde avec de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydroélectrique comme production dominante, des véhicules électriques et des pompes à chaleur et une industrie électrifiée va être un monde beaucoup plus sain de façon générale pour l'ensemble des populations. Alors, puisqu'on en est à parler des désagréments possibles de l'éolien, il y en a un qui revient de façon récurrente, c'est celui sur la quantité de matériaux de béton en particulier qui est nécessaire pour construire des parcs éoliens, notamment maritimes. Est-ce qu'on peut recontextualiser un petit peu cette consommation réelle ou fantasmée de béton par l'éolien? Ah bah ça, c'est assez facile parce que ça représente aujourd'hui moins de 1% et au plus fort de la transition énergétique, ça devrait aller jusqu'à 2% des consommations totales de béton dans notre pays. Voilà, donc je pense que ça relativise beaucoup. À la limite, l'acier, tu m'aurais interrogé sur l'acier, j'aurais dit ah bah oui, là ça peut aller jusqu'à 6%, donc c'est pas totalement négligeable. Voilà, et ça tombe bien parce je pense on développe maintenant des techniques pour décarboner la sidérurgie. On va y arriver petit à petit grâce à l'électricité des éoliennes. Mais on n'en est pas encore là forcément. Voilà, il y a une autre chose qui est dite. Alors on va laisser le béton dans la terre. Et je réponds deux choses. D'abord, ça n'est plus légal. Il faut tout enlever, ou en tout cas, on peut exiger dans les conventions que passent les agriculteurs, on peut exiger que la compagnie enlève tout à la fin. Et deuxièmement, le béton dans la terre, c'est franchement pas une pollution. Quand aujourd'hui on abandonne une cuve d'hydrocarbures enterrés parce qu'on change de mode de chauffage, on vous dit soit évacuer la cuve, soit remplissez-la de béton pour être sûr qu'elle ne polluera pas. Donc voilà, c'est vraiment plutôt un faux problème, et en tout cas on passe d'être réglé. La plupart du temps, on va récupérer ce béton, on va le concasser, ça va servir pour les routes. Après, on peut dire les routes c'est pas bien, ça imperméabilise, mais oui, mais c'est le problème des routes, c'est pas le problème des éoliennes. Alors, question de Dorothée Moison à nouveau. Puisqu'on en est sur les consommations de matériaux, pourriez-vous nous donner une idée de la consommation de terres rares? Quelles sont Oui, bien sûr. Alors, les terres rares, on en met essentiellement dans les éoliennes maritimes. On n'en met pas dans les éoliennes terrestres parce qu'on n'a pas besoin de terres rares pour faire ni des moteurs électriques ni des générateurs électriques. On en a besoin pour faire des types de générateurs plus légers et qui vont permettre ce qu'on appelle un entraînement direct, c'est-à-dire d'éviter d'avoir une boîte de vitesse, d'avoir des engrenages multiplicateurs dans une éolienne, au niveau de la tête de l'éolienne. Et ça, c'est précieux, surtout en mer, parce que ce multiplicateur, c'est une source de panne importante, et la réparation de ce type de panne en mer, c'est compliqué. Faut emmener un bateau, etc. Voilà, donc c'est surtout pour cette raison qu'on utilise des terres rares
dans ce type d'éoliennes. Voilà, il faut savoir que pour l'instant, on utilise plus de terres rares dans les voitures thermiques, c'est parce qu'il y en a beaucoup plus, et dans le pétrole que dans l'éolien et le véhicule électrique, parce qu'on utilise des terres rares dans le raffinage et dans les pots catalytiques. On utilise des terres rares dans les écrans d'ordinateur, votre téléphone, enfin dans énormément de choses, les missiles, il y a énormément d'usage des terres rares. Voilà. Donc, alors, cela dit, on va en avoir besoin de davantage. Et surtout, on a un problème géopolitique avec les terres rares, c'est que c'est probablement le seul domaine dans lequel la Chine n'est pas seulement un grand processeur de terres rares, mais aussi détient une part significative des ressources. Il y en a aussi beaucoup dans d'autres pays. Mais voilà, donc on a plutôt un problème d'ordre géopolitique et de monter en puissance pendant les 30 ans ou les 40 ans ou les 50 ans de la transition de l'extraction de terres rares et quelques autres minerais. Après, on pourra passer à un système de recyclage où les apports de minerais frais seront très faibles. Mais pour la rapidité de la transition, et maintenant on souhaite une transition rapide parce que le changement climatique, ça galope, il y a un problème effectivement d'extraction et un problème géopolitique avec la Chine à court terme sur les terres rares. Il y a aussi le fait que les industriels, les compagnies minières occidentales ont laissé tomber complètement cette exploitation dans les années 80-90, parce qu'à l'époque, c'était pas très intéressant. Comme beaucoup de choses, et donc ça fait partie des choses qu'il faut peut-être repatrier. Alors, nouvelle question de Dorothée Moison, et après je passerai la parole à Mathieu Combe qui lève désespérément la main. Donc, quels sont, hors les terres rares, quels sont les matériaux critiques pour les nouvelles éoliennes terrestres, s'il y en a? En fait, non. Les matériaux critiques, c'est vraiment pour les batteries des véhicules, beaucoup plus. Le nickel. Le lithium est pas vraiment, il en va falloir beaucoup plus, mais parce qu'on en consommait très peu avant, et il va en falloir beaucoup plus. Mais le nickel, le cobalt, le graphite, voilà, ça c'est peut-être les 3 matériaux réellement critiques. Et c'est surtout, alors c'est un peu dans les réseaux, un peu dans les éoliennes, mais beaucoup dans les véhicules électriques. Mathieu Combe. Oui, merci. Alors, on a parlé du béton, de l'impact sur les oiseaux. Il y a une question qui revient souvent aussi dans les arguments, c'est le fait que les éoliennes ne seraient pas recyclables, notamment les pales. Alors, la question que je voudrais vous poser déjà, c'est est-ce que vous avez des éléments aujourd'hui justement sur le pourcentage global de recyclage en fin de vie d'une éolienne, suivant les différentes technologies? Et deuxièmement, comment vous justifieriez le fait qu'on s'interroge beaucoup sur le recyclage en fin de vie des éoliennes, également sur les panneaux solaires, mais beaucoup moins sur le démantèlement des centrales nucléaires et les différents métaux justement qu'il pourrait y avoir pour faire des réacteurs? Alors, une éolienne est recyclée au minimum à 95%. Pourquoi? Parce qu'une éolienne, c'est d'abord du béton et de l'acier. Et puis quelques autres minerais qui, effectivement, valent la peine et de se donner l'effort de recycler. C'est plus facile de recycler une éolienne parce que c'est des quantités plus importantes que de recycler les 43 métaux précieux qu'il y a dans votre smartphone, si vous voulez, parce que là, il faut beaucoup de manipulation pour des quantités minuscules. Donc, quand on a une tonne de dysprosium dans une éolienne maritime, ça vaut le coup d'aller la chercher. Voilà. Mais voilà. Donc, en fait, tout est recyclé effectivement, sauf les pales. Alors, les pales, à un moment, les premières, elles sont en fibre de carbone et fibre de verre. Les premières, on en a enfoui aux États-Unis.
Alors c'est inerte, hein, et certains disent ah bah si il y a du carbone, c'est une façon de stocker du carbone et de le soustraire de l'atmosphère après tout. C'est comme la capture et le stockage du carbone. Euh, En France, on les a plutôt utilisés comme combustible dans des incinérateurs. Voilà, c'est pas un excellent combustible, mais ça ne, en tout cas, ça ne suppose pas de brûler du pétrole en plus. Ça s'y substitue un peu, mais enfin, c'est pas non plus génial, voilà. La question, c'est plutôt effectivement, et maintenant je vois apparaître des gens qui proposent des façons de recycler les pales d'éoliennes. Il y a des gens qui en ont fait des œuvres d'art ou du mobilier urbain, hein. Voilà, il y a des idées, il y a des concours d'idées. C'est pas une pollution tragique, hein, mais effectivement, c'est un petit souci d'essayer d'arriver à en faire quelque chose d'utile à toutes les phases, et on n'y est pas encore tout à fait. J'ai souvenir d'une enquête il y a quelques années où on montrait que il y avait encore beaucoup de consommation de bois de balsa pour construire certains éléments des pales. Bois de balsa qui était évidemment collecté plus ou moins légalement dans certains pays d'Amérique centrale. Est-ce que c'est toujours le cas ou Alors, si j'en crois le Rassemblement national, c'est toujours le cas, parce que ça a été un de leurs arguments phares à l'Assemblée nationale dans la loi d'accélération des renouvelables. Ils ont fait preuve d'une immense compassion et d'un immense souci pour la forêt amazonienne. Ça faisait plaisir à voir. Euh, oui, donc il y a un petit problème de balsa, parce qu'effectivement, c'est un des matériaux qu'on utilise au cœur des éoliennes, et euh, il y a une exploitation qui n'est pas totalement contrôlée, comme le cobalt en République démocratique du Congo. Il y a 10% du cobalt qui est produit dans des mines illégales où on emploie des enfants. Donc, il faut faire la chasse à tout ça, bien entendu, et éventuellement trouver des matériaux de remplacement. Il y a aucune fatalité, si vous voulez. D'ailleurs, toute l'histoire le montre. Quand un matériau devient interdit ou rare, trop cher, eh bien, on substitue, hein. Dans le photovoltaïque, on a utilisé de l'argent. C'était au moment où on quittait la photo argentique. Donc, ça s'est très bien trouvé. Mais sinon, voilà, on utilise autre chose. En ce moment, la consommation de cobalt dans les batteries diminue fortement parce que chacun sait que ça pose un problème. Voilà, c'est pareil pour le nickel, ça va être pareil pour le lithium. Si on en manque, on fera d'autres batteries. Et il y a un facteur progrès technique sous contrainte qui est toujours, enfin très souvent sous-estimé, mais qu'on voit se manifester avec force dans les renouvelables depuis 30 ans. alors un jeu de questions de Solange de Fréminville? Oui, moi je voulais vous demander si vous pouviez revenir sur les arguments des ultra-conservateurs américains et australiens, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en était, comment ça a été repris par le lobby nucléaire en France, et en fait, lié à ce que vous venez de dire, puisque ça fait du coup une transition, sur le fait que les opposants actuels à l'éolien, il y a toujours ce que vous avez appelé le lobby nucléaire, mais est-ce que finalement, c'est pas aujourd'hui beaucoup plus des élus du Rassemblement national, des conservateurs, des localistes, c'est-à-dire on est sur la défense d'un territoire face à un changement qui paraît nocif? C'est intéressant comme question. Je vous remercie parce que, bon, effectivement, la plupart des contre-vérités qu'on entend aujourd'hui sont quand même nées aux États-Unis dans les cercles ultra-conservateurs. Par exemple, il y a quelques années, il y a eu ce problème de pénurie d'électricité au Texas par suite de très grands froids. Et on a dit, vraiment, ils ont dit c'est la faute des éoliennes, parce que les éoliennes ne marchent pas, etc. Alors que les têtes de puits de gaz avaient gelé et qu'il y avait 15 autres raisons. Et il y avait un problème sur les éoliennes, il y avait un problème sur tous les systèmes de production, y compris les centrales thermiques, qui étaient exceptionnels, etc. Donc, voilà. Tout le bluff sur la variabilité qu'on ne peut pas savoir gérer, les atteintes à la biodiversité, tout ça est né en Australie et aux États-Unis. Et c'est repris, alors c'est repris mais transformé, parce qu'aux États-Unis et en Australie, ça va de pair avec
la négation du problème du climat. Hein, c'est drill, baby drill. Voilà, on va nous empêcher d'exploiter notre pétrole, notre gaz de schiste, etc. Bon. En France, c'est repris sous un autre angle. Donc, il y a des points communs, mais c'est surtout le nucléaire, c'est tellement mieux pour le climat. D'ailleurs, avec le nucléaire, on a 6 ou 7 grammes de CO2 par kilowattheure, alors qu'avec les éoliennes, avec le solaire, on en a 40, ce qui n'est pas vrai, maintenant c'est 25, mais comme si 25, 40 ou 7, ça faisait une grosse différence. Ah oui, ça fait une différence. On dit, ouais, c'est 2 fois plus, 3 fois plus. Mais il s'agit de remplacer du gaz qui fait 400 et du charbon qui fait 1000. Voilà, c'est ça les enjeux. Donc, après, savoir si on est à 7 ou à 14, c'est pas vraiment décisif. Donc c'est repris et le nucléaire redouble au contraire de vertus climatiques. Hein. Il fait mieux et de vertus écologiques en général avec le recyclage. On recycle tous les déchets dans le nucléaire, c'est le retraitement. On sait que le retraitement a été inventé pour fournir du plutonium à Superphénix et aujourd'hui on se demande à quoi vraiment il sert, mais l'argument maintenant, c'est de dire, nous, on retraite nos déchets, et c'est le summum de l'écologie, etc. Bon. Donc, il y a des points communs, puis une vraie différence sur l'attitude vis-à-vis du climat, parce qu'en France, le climato-négationnisme, malgré les efforts de certains, ça n'a jamais vraiment pris à un niveau important. Alors, le RN, c'est intéressant parce qu'il y a 10 ans, Marine Le Pen voulait sortir du nucléaire. On l'a peut-être oublié, mais il y a des enregistrements dans des émissions qui en témoignent, parce que c'est dangereux, il faut fermer les centrales nucléaires. Et maintenant, au contraire, c'est le tout nucléaire. Hein. Il faut plein de nucléaire, on va faire de l'hydrogène avec le nucléaire, et c'est pas comme ces énergies renouvelables intermittentes qui ne servent à rien. Parce que, conservateurs et localistes, si je regarde la question qu'on se propose de résoudre, qui est celle du climat, je m'aperçois que c'est aussi un mouvement vers une beaucoup plus grande indépendance ou production locale et nationale d'énergie. Je veux dire, le vent et le soleil qu'on va cultiver sont des énergies locales qu'on ne peut pas nous prendre. Même si on achète des panneaux chinois fabriqués avec des machines, outils européennes, hein, et ensuite installés sur place par des sociétés européennes. Mais bon, admettons qu'une partie de la valeur aille en Chine, parce que c'est la façon d'avoir les panneaux les moins chers aujourd'hui. L'éolien, c'est européen, très largement, et puis il y a des usines en France d'assemblage, etc. Et puis l'énergie est locale, et personne ne va nous la prendre, personne ne va nous mettre un embargo comme sur le pétrole ou sur le gaz. Donc, c'est très mystérieux comment des gens qui se veulent patriotes, qui ont inscrit l'autonomie ou l'indépendance énergétique dans leur programme, c'est vrai pour le RN, c'est vrai pour le LR, peuvent être hostiles aux renouvelables, qui sont fondamentalement des sources d'énergie locales. Alors, je sais pas, c'est probablement parce qu'il y a l'idée qu'en France, on est les champions du monde du nucléaire, mais le nucléaire, dans le monde, c'est 10% de l'électricité, et dans le meilleur des cas, ça va rester 10% de l'électricité. Alors, ça veut dire que ça doublera, parce que l'électricité va doubler, mais le nucléaire va faire 10%. Et les renouvelables, qui font aujourd'hui... avec l'hydraulique fait plus que le nucléaire, et les nouvelles renouvelables vont bientôt dépasser ça. À terme, l'ensemble des renouvelables hydrauliques compris, ça doit faire 90%. Donc, le gros marché, il est là. Alors, je sais pas, peut-être qu'on veut on croit qu'on va être performant sur un petit marché de niche qui serait celui des centrales nucléaires. On n'a jamais prouvé qu'on était performant, d'ailleurs. On en a pas vendu beaucoup, je crois. Voilà, je sais pas. C'est assez inexplicable. Peut-être que c'est la perspective de l'exportation de technologie, elle masque complètement la réalité de l'importation de quantités phénoménales d'énergie qui sont un poids phénoménal dans notre balance commerciale. Je ne sais pas. C'est un peu inexplicable. Moi, je voyais justement, j'avais trouvé qu'il y avait un argument qui était beaucoup mis en avant,
notamment par un élu qui s'appelle Juvin, il me semble que c'est Juvin, je crois, Juvin ou Jouvin, qui était vraiment sur la défense du patrimoine naturel, patrimoine. Alors par exemple, on a une belle abbaye, il faut surtout pas de l'éolien par là. Enfin, j'ai vu ça par exemple moi dans le sud, avec une très belle abbaye qui est du côté de Narbonne, où il y a eu vraiment une levée de bouclier contre l'idée qu'il puisse y avoir des éoliennes qui soient vues depuis l'abbaye qui était en hauteur. Enfin voilà, ce genre de choses. Il y a des combats qui durent des années là-dessus. Oui, c'est assez impressionnant. Et les gens oublient que le paysage est une fabrication humaine. D'ailleurs, cette abbaye est une fabrication humaine. Enfin, je ne veux pas exclure l'intervention divine, mais fondamentalement, c'est quand même quand même construit par des hommes. Voilà, tout ceci, nos paysages sont des productions humaines. Les champs, nulle part on a une forêt primaire. Il y a une forêt primaire en Europe, mais pas en France, autant que je sache. Il y en a peut-être un peu en Guyane, mais voilà, on n'a pas de forêt primaire. La forêt des Landes de Gascogne, c'est une création de Napoléon III. Voilà, donc on a l'idée, on n'a pas le droit d'y toucher, c'est la nature, et puis les paysages. Bon, tout ceci est incroyablement subjectif et effectivement conservateur. C'est les gens qui n'auraient pas voulu qu'on construise la Tour Eiffel, qui n'auraient pas voulu que les trains à vapeur dépassent 30 km/h, etc., etc. C'est la même histoire. C'est tout ce qui change et tout ce qui avance est mauvais. Alors, tout ce qui avance n'est pas bon. Tout progrès technique n'est pas bon. C'est pas parce que ça vient d'être inventé qu'il faut le mettre en œuvre. Mais c'est pas non plus parce que ça vient d'être inventé qu'il faut le refuser. Il faut appliquer des filtres plus subtils, je crois. Je vois une autre question de Jean-Luc Flessard. Le nucléaire dégage des GES très impactants pour refroidir ses réacteurs. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, Jean-Luc. Alors, oui. Ce matin, moi, j'ai lu dans un communiqué que il y avait par exemple à Flamanville un dégagement alors, je suis pas sûr du chiffre SF6, je crois, enfin c'est des trucs soufrés, etc., qui avaient été très importants à Flamanville. Et moi, régulièrement, je vois des messages comme quoi il y a des dégagements de gaz à effet de serre sur les centrales qui servent à l'aspect refroidissement. La première fois que je l'ai vu, c'était justement sur le site de l'EPR. Je me suis dit, tiens, ça y est, ils ont décidé de changer le système de refroidissement. Et en fait, je me suis aperçu que c'était présent dans beaucoup de réacteurs. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça. Je crois que ça sert à refroidir le réacteur, mais je suis pas sûr. Non, ça sert pas à refroidir le réacteur, ça sert à isoler les postes électriques. Et ça, c'est utilisé par de très nombreux industriels encore aujourd'hui. Oui, le SF6 est un des gaz à effet de serre. Ça joue ça joue un rôle quand même. Alors, à la tonne, c'est 32 000 fois, je crois, le potentiel de réchauffement global par rapport au CO2, donc c'est énorme sur une durée de 100 ans, mais c'est des quantités si faibles qu'au total, ça se voit à peine dans le changement climatique. Franchement, c'est le CO2 puis le méthane qui compte avant tout, suivi par le N2O, et les autres gaz comptent pour très peu. Vous trouverez ça dans les rapports du GIEC. Hein. Vous prenez il y en a un qui va sortir dans quelques jours, le rapport de synthèse, mais en tout cas dans le rapport du groupe de travail numéro 1, même au niveau du résumé ou du résumé technique, vous trouverez des graphes qui montrent que vraiment c'est le CO2 suivi par le méthane, et puis déjà les autres c'est quand même très peu. Et je ne crois pas qu'on puisse. Faut tenir compte bien sûr des fuites fugitives, comme on dit, si elles sont fréquentes, ce qui est le cas du méthane dans l'exploitation du gaz naturel et du charbon. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Faut prendre en compte le SF6, mais je ne crois pas. En plus, je ne sais pas s'il n'y a pas une source importante dans l'aluminium ou c'est des PFC, je ne sais plus. Voilà. Donc oui, il y a des gaz industriels rares qui ont des potentiel de réchauffement global très élevé, mais dont les fuites sont quand même extrêmement minimes à côté des milliards de tonnes de CO2 et de méthane. Au Flamanville, je crois qu'on parle de quelques dizaines de kilos de SF6
Et c'était pas une histoire de fuite, c'était une histoire en tout cas dans l'incident qui avait été déclaré à la SN, c'était qu'ils n'avaient pas déclaré le stock comme ils auraient dû, mais il n'y avait pas de fuite à l'époque. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'avais une question un peu prospective. C'est depuis une quinzaine d'années, on voit la puissance unitaire des turbines fortement progresser. Est-ce qu'il y a une limite technique, économique à la puissance de ces machines? On parle, enfin, il y a déjà en cours de commercialisation des machines qui font plus de 13 ou 14 mégawatts, je sais plus. On annonce des machines de 15. Jusqu'où ça peut aller? Alors, les machines de plus de 10 gigawatts sont pour l'instant exclusivement en mer. Hein. Jusqu'où ça peut aller? Le problème est que si on veut garder ou même augmenter le facteur de capacité, il faut augmenter la surface balayée des éoliennes, c'est-à-dire le diamètre, la surface du rotor, si j'ose dire, plus vite que la capacité électrique. Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qui fait que les facteurs de capacité s'allongent, même si on est parfois dans des espaces pas forcément mieux vantés que ceux par lesquels on a commencé. Enfin, en mer, on a d'excellents vents, d'excellents facteurs de capacité. Donc, effectivement, on a tendance à augmenter la puissance en même temps qu'on augmente, ou presque au même rythme qu'on augmente le diamètre des roteurs. Et effectivement, on est à 15, on peut aller je pense qu'on ira à 20 ou 25. Je ne sais pas si ce sera toujours sur les mêmes structures. Il y a un problème de structure à partir d'une certaine taille, il y a un problème de structure de vitesse. Quand on allonge les pales, eh bien la vitesse des pales augmente. La vitesse linéaire en bout de pale augmente très fortement. On a l'impression que ça tourne lentement, mais quand on regarde le chemin que ça parcourt, en fait, c'est vertigineux. Et donc, ça fait une très grande vitesse linéaire en bout de pale. Peut-être qu'on va, je ne sais pas, si on va toujours aller dans ce sens-là ou si on va aller vers des structures avec 2, 4, 8 turbines et rotors sur une même structure. Il y a des projets qui ont été avancés dans ce sens. Voilà, je ne sais pas répondre à cette question. Bon, bah tant pis, on aura essayé. Non, mais après, il y a aussi une autre possibilité, bien qu'elle me paraisse un peu ensablée aujourd'hui, c'est l'éolienne volante, qui permet de s'affranchir là, de toute une superstructure de mâts et de flotteurs considérables qui pèsent des tonnes. Si on pouvait s'en passer, ce serait formidable. Finalement, on n'aurait que la pale. Hein. On n'aurait que la pale qui se promènerait dans l'air et au milieu de la pale, il y aurait une turbine voilà. Bon. Alors il faut voler plus haut que les vols migratoires et que les avions. Alors, on peut voler à 500 mètres et on est plus haut que les vols migratoires et plus bas que les avions, ou on peut essayer de faire des choses qui vont dans le jet stream, mais c'est plus compliqué pour rapporter l'électricité sur Terre. Il faut le poids du câble devient un vrai problème à ce niveau-là. Mais être à 500 mètres, voilà. Mais je constate que Google, qui est pourtant pas mauvais du point de vue des algorithmes, a renoncé. Ils avaient une filiale qui s'appelait Makani, et ils ont renoncé à mettre de l'argent là-dedans et ils ont conclu qu'ils n'arriveraient pas à maîtriser le vol de ces machines. Voilà. Il y a par contre un consortium européen qui continue. Solange, je crois que vous... Oui, j'ai une dernière question, c'est que dans le scénario Négawatt, si j'ai bien compris, il y a l'idée que quand même le premier objectif, c'est de faire d'énormes économies d'énergie, donc arriver à réduire notre consommation d'énergie pour arriver en 2050 à zéro, enfin proche de zéro carbone. Et que pour le renouvelable, il faut surtout quand même miser sur l'éolien et surtout sur l'éolien en mer. Ils disent que si on développe les capacités d'éolien en mer, si j'ai bien retenu le scénario,
on va aussi développer le terrestre, mais que c'est en mer qu'on aura le gros des capacités de production électrique. Est-ce que, voilà, je voulais savoir comment quelle analyse vous en faites si j'ai peut-être pas bien retenu ou pas bien compris aussi. Non, mais vous avez regardé, c'est dans le dernier chapitre du bouquin, hein, c'est Yaka. Je critique, je regarde tous les Yaka, c'est-à-dire Yaka économiser l'énergie, Yaka faire la décroissance, Yaka faire tout avec du solaire, ou etc. Bon, toutes les choses qui ont été inventées ou qui sont imaginées pour dire on n'a pas besoin de faire des éoliennes et surtout pas à terre. Donc, ce qui est pas le cas de ce que vous rapportez, hein, mais c'est le projet c'est le propre du bouquin. Les économies d'énergie, c'est très bien, mais il y a quand même des effets rebonds partout. Et c'est difficile d'y échapper. C'est pourquoi il faut de la sobriété. C'est-à-dire la sobriété, c'est pas qu'on est plus efficace pour faire une chose, c'est qu'on dit non, je vais faire moins de cette chose parce que non, j'ai pas besoin d'aller à New York les week-ends. Je peux y aller une fois dans ma vie ou 4 fois dans ma vie. Voilà, mais j'ai pas besoin d'y aller pour passer le week-end. Voilà. Et donc je prends pas l'avion et je baisse. Je participe à la baisse de la consommation de transport aérien, qui est l'une des choses les plus difficiles à décarboner. Je donne comme exemple parce que c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à décarboner. Donc, il faut de la sobriété là-dessus, mais il faut des voitures électriques plus petites, etc., etc. Pour autant, c'est ni les économies d'énergie, ni la sobriété qui vont résoudre le problème du climat. Parce que il nous faut réduire les émissions mondiales, diviser les émissions mondiales par un facteur entre 6 et 12, le GIEC ne sait pas dire, ça dépend de ce qu'on est capable de faire pour augmenter les captures, mais en tout cas dans les pays développés comme le nôtre, voilà, je crois qu'il faut retenir, il faut diviser par 10 nos émissions brutes, hein, et capturer ce qui reste. Et je ne crois pas qu'on va réduire l'économie par un facteur 10. Je veux bien admettre que la croissance n'est pas un but en soi, que il y a des efforts de sobriété à faire, que c'est important, qu'on n'y arrivera pas sans. Tout ça, j'accepte. Mais penser que ça va faire l'essentiel du boulot, non, je n'y crois pas une seconde. Je crois que ça va être un complément utile pour 10%, 15% de nos émissions, et que le gros du boulot, ça va être fait par un changement technique. Au risque d'apparaître comme technosolutionniste, qui est maintenant la dernière injure à la mode, je pense qu'entre l'homme et la nature, il y a pratiquement toujours la technique et que toutes les techniques ne se valent pas et du point de vue du CO2, elles sont très loin de se valoir. Voilà. Alors, est-ce que ça va être surtout de l'éolien? Oui, ça va être surtout de l'éolien. Dans tous les pays tempérés, le bon mix renouvelable fait appel à l'éolien plus qu'au solaire. Peut-être pas en capacité, mais certainement en kilowattheure. Et pour une raison simple, c'est que on a surtout du soleil l'été et on a surtout des consommations électriques dans les pays tempérés l'hiver quand il fait froid et qu'on a besoin de s'éclairer et de se chauffer. C'est pas une majorité la majorité de la population vit plutôt dans des pays où c'est le contraire, où il y aura plutôt plus de soleil et de solaire que d'éolien parce que il y a éventuellement plus de solaire en été et la consommation d'énergie va être poussée l'été par la climatisation dont le besoin ne va pas diminuer au cours des années qui viennent avec le réchauffement climatique. Donc, franchement, climatisation, mais c'est aussi le refroidissement des aliments, des médicaments, etc. Donc, l'usage du froid. Donc, voilà, dans le reste du monde, dans le monde chaud, on va avoir beaucoup de solaire et dans le monde froid, pour aller vite, je sais pas où est la limite, hein, c'est peut-être la Loire, c'est peut-être plus bas, c'est peut-être plus haut, on peut discuter. Mais voilà, dans le monde froid, on va utiliser plus d'éolien, ça s'assure. Est-ce que ça va être plus d'éolien maritime? Faudrait regarder dans le RTE. En termes de gigawatts, non, mais en termes de térawattheures, c'est possible que l'éolien maritime compte à peu près autant que l'éolien terrestre. Je ne le sais plus par cœur, je l'avoue. On regardera. Mais les deux sont ces deux gros morceaux. Et ensemble, ils doivent faire 50%. Je dois avoir ces chiffres dans mon bouquin quand même. Les deux doivent faire ensemble 50% de l'électricité qui fera elle-même plus de la moitié de notre énergie. Donc, c'est un bon quart de notre énergie, ça viendra de l'éolien. C'est très important. D'accord.
Merci. C'est pas tout à fait l'éolien, mais ça y ressemble. Il y a quelques années, quelques grands industriels, dont Alstom toujours, avaient beaucoup misé sur l'hydrolien. Donc, c'est quand même des turbines qui sont actionnées par une force motrice. Ça a totalement capoté. Est-ce que c'est pour des... Non, il y a toujours un peu des projets. Il y a deux sortes de possibilités, si j'ose dire. Il y a les courants permanents. Donc, il y a des endroits où il y a des... Alors, j'ai publié une carte sur mon blog, vous pouvez la retrouver, il faut remonter un peu en arrière, mais il y a une carte vivante, si j'ose dire, mobile, qui montre les courants permanents. Donc, pour l'Indonésie, par exemple, ça pourrait être bien parce que c'est accessible partout, dans les îles de l'archipel qui sont baignées par un courant. Ça peut ne pas être négligeable. Au plan global, ça reste relativement modeste ce qu'on peut faire avec ça. Après, il y a une autre technique qui consiste à utiliser cette technologie d'hydrolienne pour faire du marémoteur dans des zones où il y a moins de marnage, où c'est pas 5 mètres de marnage, mais seulement 2 mètres ou 3 mètres, sur le modèle élaboré par François Lampérière, qui consiste à faire des grands bassins qui se remplissent et se vident avec la marée et dans lequel on met des hydroliennes qui ne sont pas de la même technologie que les turbines qu'on a utilisées pour l'instant dans les rares centrales marémotrices du monde, qui sont des turbines dérivées de celles des barrages hydrauliques. Où il faut une chute. Donc, c'est pas la même chose, une chute d'eau ou quelque chose qui prend le courant. Voilà. Donc, il peut y avoir un avenir pour ça, d'abord dans certaines régions du monde et ensuite par un autre procédé. Mais je pense que c'est marginal. Voilà. Je pense que c'est voilà. Après les petits ruisseaux, les grandes rivières, tout ça, mais voilà, c'est pas le cœur du sujet, ça va être l'éolien et le solaire. On est d'accord. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Donc, je rappelle que ce petit livre est édité par les éditions des Petits Matins. Voilà. Et sur mon site de blog, vous trouverez un complément sous forme de 38 graphiques qui l'illustre et le complète et qu'on peut télécharger librement. Je vais vous indiquer. Vous pouvez le mettre dans le chat. Oui, c'est ce que je fais. Je ne sais plus, point net, voilà. C'est ça. Je vous remercie à tous. Je vous remercie tous pour votre présence et vos questions. Merci Cédric, et puis bonne chance à ce dernier bouquin. Enfin, à ce nouveau bouquin plutôt. Oui, c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Merci Valérie. Au revoir. Bientôt.